Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier cours à distance de ce confinement. Premier cours à distance, vous voyez, qui va s'organiser comme les autres d'ailleurs de la manière suivante. Ce ne sera pas une visio où vous me voyez, nous sommes en direct, mais bien une vidéo où je filme mon écran et j'enregistre ma voix en train de commenter le cours. Donc comme on l'aurait fait en classe, l'objectif c'est de me rapprocher le plus possible de la méthode que l'on a habituellement depuis le début de l'année en classe entière. Alors en réalité, ce n'est pas le tout premier cours à distance pour l'une des deux classes, notamment la troisième Topaz, puisque nous avions déjà fait un cours concernant le devoir maison, la correction du devoir maison de géographie sur les espaces de faible densité, puisque la troisième Topaz avait un léger retard sur la troisième émeraude. Ce retard étant maintenant rattrapé, nous en sommes au même point, et en histoire, nous en étions restés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'objectif maintenant de la fin du programme d'histoire, c'est de voir ce qui se passe dans la seconde moitié du XXe siècle, et notamment ce qui se passe juste après la capitulation allemande. Donc vous allez prendre une nouvelle page dans votre cahier d'histoire géo, pour noter en haut à gauche Histoire chapitre 5, un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Donc j'ai expliqué très rapidement, puisque j'aurai l'occasion d'y revenir, mais sur l'expression monde bipolaire. Donc, bipolaire, ça veut dire deux pôles, deux blocs, deux puissances, si vous préférez, dans le monde, à partir de 1945. Alors ces deux puissances, c'est tout simplement les deux puissances qui étaient autrefois alliées. Alliées contre qui? Contre un ennemi commun, en l'occurrence l'Allemagne. Et ces deux puissances, c'est l'URSS d'un côté, et puis c'est le camp de l'Ouest, le camp occidental, composé majoritairement et dirigé principalement par les États-Unis. Donc ces deux pays vont en quelque sorte se retrouver en rivalité pour la domination du monde. Alors combien de temps dure cette guerre froide? Eh bien quasiment tout le long de la deuxième moitié du XXe siècle. Ça va démarrer avec à peu près en 1945, donc vous voyez qu'on est très peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis ça va se terminer en 1991 avec la chute d'un des deux camps, d'un des deux pôles qui perdra finalement face à l'autre. Alors la question centrale que l'on va se poser dans ce chapitre, c'est pourquoi et comment le monde va-t-il se diviser après la Seconde Guerre mondiale? On va essayer de comprendre les rivalités et comment ce monde va s'organiser lors de la seconde moitié du XXe siècle. Donc vous notez l'ensemble de ces éléments-là dans votre cahier. N'hésitez pas à faire pause, je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à faire pause pour pouvoir avoir le temps d'écrire tranquillement. Moi, je vais peut-être parler un petit peu vite, donc n'hésitez pas aussi à reculer pour réécouter ce que j'ai dit précédemment. Alors, en introduction, je vais d'abord vous montrer cette première image qui est intitulée sobrement Nations Unies. Et vous le voyez, sur cette image, on voit une plante, un arbre, en tout cas un jeune arbuste, qui semble être composé, ses feuilles semblent être composées de tous les drapeaux des nations de ce monde. Cette affiche date de 1945, de l'année 1945, donc dernière année du deuxième conflit mondial. Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cette affiche, puisque vous voyez que cet arbre va être visiblement planté, et on voit que toutes les nations composent cet arbre. Eh bien, tout simplement, durant la Seconde Guerre mondiale, et notamment dans les dernières années, le monde et certains de ces grands acteurs, comme la Chine, comme les États-Unis, comme l'URSS, commencent à comprendre qu'on ne peut plus véritablement avancer par des conflits violents, meurtriers, incessants, comme le monde l'a connu dans la première moitié du XXe siècle, je le rappelle, avec 2 guerres mondiales. Donc l'idée commence à mûrir, notamment grâce au président américain Roosevelt, d'un monde où les nations seraient unies, ou en tout cas elles essaieraient de s'unir pour éviter des conflits, pour favoriser le développement économique, le développement social, l'éducation, etc. Et donc vous voyez ici, on repart en quelque sorte sur des bases nouvelles,
après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'est-ce que c'est que les Nations Unies? Vous connaissez peut-être mieux l'expression ONU ou ONU, l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, c'est tout simplement une sorte de grande association de pays. Alors, je vous montre rapidement l'organigramme, comment fonctionne cette association de pays qui fonctionne encore aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose qui date certes de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui est encore en place aujourd'hui. Donc ça fonctionne avec une assemblée générale. Alors vous voyez, au début, il y a 51 membres, mais aujourd'hui, l'ONU est composée de plus d'une centaine de membres, hein, presque 200 maintenant, de tous les pays du monde, ont une voix au chapitre, c'est-à-dire peuvent voter des règlements. Mais à l'ONU, il y a quand même 5 pays plus importants que les autres qui ont un droit de veto, c'est-à-dire le droit de s'opposer à une décision. Ces 5 pays, pardon, les voici, c'est la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'URSS. C'est tout simplement les 5 grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Voilà pourquoi la Seconde Guerre mondiale a une importance capitale pour ce qui suit dans la suite du XXe siècle. Alors, quel est le rôle de cette ONU? Je le disais, c'est maintenir la paix. Donc, ça peut être par l'envoi de soldats qu'on appelle les casques bleus, donc pour des missions humanitaires, des maintiens de la paix. Il y en aura tout au long du XXe siècle et encore aujourd'hui. Et il y a également tout un tas d'agences qui se spécialisent dans des domaines, donc des domaines de la santé. Par exemple, on en parle beaucoup en ce moment de l'OMS, avec cette crise sanitaire du Covid. Vous connaissez peut-être l'UNICEF qui s'occupe des enfants, ou encore l'UNESCO pour tout ce qui est patrimoine et culturel. Donc, cette grande organisation, donc l'ONU, naît avec sur les décombres, quelque part sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, où on veut poser les bases d'un monde nouveau. Alors malheureusement, dans ce monde nouveau et dans ce Conseil de sécurité parmi les 5 grands pays, il y a 2 pays qui vont être rivaux et qui vont souvent faire bloquer un peu le mécanisme de l'ONU, ce sont les États-Unis et l'URSS. Donc on va en parler très rapidement puisque ce sujet et ce conflit qui n'est pas véritablement déclaré, mais cette opposition notamment idéologique entre les États-Unis et l'URSS va s'appeler la guerre froide. Donc vous pouvez noter en introduction, hein, en octobre 1945, l'Organisation des Nations Unies, donc on appelle l'ONU, est fondée par 51 pays. Donc on retrouve, vous voyez sur les drapeaux, on retrouve les États-Unis, on retrouve l'URSS, on retrouve bien évidemment la France, l'Australie, la Chine, etc. Tous les grands pays de ce monde qui ont pour objectif, de maintenir la paix dans le monde, de favoriser l'égalité, évidemment, de participer au progrès économique, parce qu'on sait que c'est notamment ce progrès, cette misère économique, au contraire, qui a favorisé l'arrivée de dictateurs comme Hitler et qui a ensuite provoqué un conflit mondial. Alors, des objectifs très optimistes, très positifs, hein, très louables, mais qui vont rapidement être bloqués très vite par ces tensions qui vont naître entre les 2 grandes puissances vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS. Donc voilà pour cette introduction très rapide, mais qui me paraissait indispensable sur l'ONU, puisque c'est quand même une date à retenir, hein, c'est un organisme qui fonctionne, qui a un rôle très important encore aujourd'hui. Donc cette grande organisation pour la paix dans le monde est née avec la Seconde Guerre mondiale. Donc notre sujet, ce qui nous intéresse plus particulièrement dans ce chapitre, c'est bien sûr les tensions, l'opposition entre les États-Unis et l'URSS. Donc on va commencer tout de suite par le grand 1, la formation de 2 blocs aux idéologies opposées. Alors, pour cette partie-là, c'est là que vous allez avoir besoin de retourner sur mon bureau numérique pour 2 raisons. Parce que d'un, il y a le questionnaire, je vous le montre, ce questionnaire, le voici. Questionnaire, il y a un certain nombre de questions à remplir. Et pour cela, vous allez aussi avoir besoin des pièces jointes qui sont dans le travail à faire sur Pronote. Donc ces pièces jointes, les voici. Donc vous avez le discours du président américain, le discours d'un collaborateur de Staline, et également une carte, un planisphère. À partir de ces documents, vous allez donc compléter les questions du questionnaire.
Alors, une fois que le titre du grand 1 est noté dans votre cahier, vous allez retourner sur mon bureau numérique, puisque par mail, je vous ai envoyé, en plus du lien de cette vidéo, je vous ai envoyé des documents en pièces jointes, également le lien pour le questionnaire à compléter. Le questionnaire, le voilà, je vous le montre tout de suite. Le voilà. Donc, questionnaire qui porte sur la première partie sur la guerre froide, la formation de 2 blocs. Pour répondre à ce questionnaire, vous allez avoir besoin de 3 documents. Un discours du président américain Truman, un autre discours, un rapport plus précisément de Jdanov, qui est un collaborateur de Staline, et enfin un planisphère. Donc à partir de ces documents, vous complétez le questionnaire. Surtout, vous n'oubliez pas, je vous l'ai mentionné, de bien valider le questionnaire à la fin. Hein. Quand vous serez à la fin du questionnaire, il y aura un petit onglet à cliquer pour valider le questionnaire. Ça me permettra, moi, de voir vos réponses et surtout de savoir qui a fait le travail et qui ne l'a pas fait. Une fois que ce questionnaire est fait, eh bien, vous pouvez retourner à la vidéo. Donc, dès maintenant, vous faites pause, vous allez répondre au questionnaire et on se retrouve un petit peu plus tard, une fois que votre questionnaire est terminé, pour qu'on procède à la correction. Voilà, nous nous retrouvons pour la correction de votre questionnaire. Alors, je ne vais pas reprendre question par question, je vais surtout résumer les principales idées que je voulais que vous ressortiez des documents, et notamment à partir de ces 2 discours, puisque nous sommes en 1947, donc très peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, hein, moins de 2 ans après la Seconde Guerre mondiale, et le président Harry Truman, le président américain, fait un discours où il expose sa doctrine, où il expose son idéologie. Et très clairement, il explique que désormais, maintenant que l'Allemagne est vaincue, pour les nations du monde, il n'y a plus que 2 choix. 2 choix, 2 modes de vie qui sont possibles, 2 propositions. Et il les exprime très clairement. Dans le 2e paragraphe, il parle d'un mode de vie fondé sur la majorité, sur la liberté, sur liberté à la fois individuelle, la liberté collective, où il n'y a pas d'oppression politique, c'est-à-dire qu'on ne s'oppose pas on ne chasse pas les opposants politiques. Bien évidemment, il parle du modèle démocratique, et pas n'importe lequel, le modèle démocratique américain. Et à l'inverse, il dit qu'il y a un second mode de vie qui s'offre au pays, ou plutôt qui est un peu imposé à certains pays, c'est celui qui s'appuie sur la terreur, qui s'appuie sur l'oppression, qui s'appuie sur un contrôle des médias, et la suppression des libertés, bien évidemment, sans le mentionner, il fait ici référence à l'URSS. Et donc, ce que craint Truman, dans son exposé, dans son discours, il l'exprime très clairement, il a peur que trop de pays basculent dans le second mode de vie, c'est-à-dire dans un régime totalitaire. Et il a peur que la misère que connaissent les pays, notamment européens, que ce soit l'Europe de l'Est ou l'Europe de l'Ouest, hein, la France par exemple, cette misère ne fasse tomber ces pays-là vers des régimes totalitaires sur le modèle communiste, bien évidemment. Il ne veut absolument pas que l'Europe tout entière bascule dans le camp communiste et soit à la merci de l'URSS. Donc pour ça, il propose une première solution. Pour lui, il faut aider économiquement et financièrement ces pays, en prêtant véritablement de l'argent, puisqu'il se rappelle de ce qui s'est passé pour l'Allemagne dans les années 30, souvenez-vous, de cette Allemagne qui était aux abois financièrement, et qui a basculé dans un camp totalitaire, alors certes pas communiste, mais plutôt nazi, mais tout de même, Truman n'a pas la mémoire courte et ne veut absolument pas qu'un tel phénomène se reproduise et bénéficie à l'URSS. Très rapidement, les Russes, les Soviétiques vont réagir. Jdanov, qui est un collaborateur de Staline, va réagir et quelque part fait le même constat. Lui aussi dit que, il nous le dit ici, plus nous nous éloignons de la fin de la guerre, plus nettement apparaissent les 2 camps, les 2 blocs. Sauf que il déforme évidemment un petit peu la réalité, notre ami Jdanov, puisqu'il explique certes que les États-Unis sont une force importante et impérialiste qui aurait tendance à vouloir imposer son mode de vie, mais il compare son camp à lui
le camp de l'URSS comme étant les pays de la démocratie. Il parle même, tout au départ, il dit qu'un nouveau type d'État, république populaire, c'est-à-dire les États que l'URSS contrôle en Europe de l'Est, ces États sont désormais des États qui vont être sur le modèle de l'URSS où le pouvoir appartient au peuple. C'est évidemment un mensonge, vous le savez, puisque on connaît le modèle soviétique, on sait qu'il n'y a qu'un seul dirigeant, qu'un seul dictateur qui décide de tout, c'est Staline. Mais malgré tout, on peut tout de même faire un point commun entre les deux personnages, puisque les deux ont ancré dans le marbre, entre guillemets, que le monde était désormais divisé en deux camps, un camp dirigé par les États-Unis et un camp dirigé par l'URSS. Et pour les soviétiques, évidemment, l'objectif, c'est d'éviter l'expansionnisme américain, c'est-à-dire que le modèle américain ne se développe. Donc ces deux pays ont le même objectif, définissent la même division du monde et ont pour objectif donc de limiter l'influence de son ennemi sur le reste du monde. Donc on va le noter dans un je retiens. Alors je ne sais pas pourquoi le je retiens ne s'affiche pas, vous pourrez le noter juste au-dessus, un je retiens. Et dès 1947, donc, le président des États-Unis, Truman, souhaite contenir l'expansion du communisme, c'est ce qu'il craint le plus, et en réponse, l'URSS accuse les Américains de vouloir dominer seul le monde. C'est le début donc de ce qu'on va appeler la guerre froide. Je redéfinirai plus tard ce que c'est que la guerre froide, mais vous le mettez bien en rouge. Alors évidemment, ces deux pays n'ont pas du tout la même idéologie, on va le voir sous la forme d'un tableau un peu en dessous. Je vous demandais, moi, dans le questionnaire, d'essayer de rappeler les différentes composantes des idéologies de ces deux pays. On a deux idéologies bien différentes. Et l'objectif pour ces deux puissances, ça va être d'étendre leur influence, et pour ça, il va falloir se chercher des alliés. Et pour se chercher des alliés, quoi de mieux que de leur proposer une aide économique et une alliance militaire. Voilà, donc une fois que vous avez noté ça un petit peu en dessous, vous allez reproduire le tableau suivant. N'hésitez pas à faire pause, encore une fois, pour avoir le temps de noter. Je vous laisse recopier ce tableau dans votre cahier. Donc, deux principales colonnes, le bloc qu'on va appeler le bloc de l'Ouest, et de l'autre côté, le bloc de l'Est. Chaque bloc a son pays leader. Bien évidemment, pour le bloc de l'Ouest, ce sont les États-Unis. Alors, quelle est l'idéologie américaine et qui sera reprise pour les pays alliés des Américains? C'est bien sûr d'abord politiquement un modèle démocratique, où les libertés sont respectées, où les élections sont libres, où plusieurs partis politiques peuvent s'exprimer. Et puis économiquement, c'est le capitalisme, c'est-à-dire que vous êtes libre de créer votre entreprise, vous avez la propriété privée qui est garantie, mais malheureusement, ce genre de système provoque aussi des inégalités de richesse. Il y a forcément des gens qui sont laissés de côté par ce système du capitalisme. Alors les États-Unis, pour se créer des alliés, vont proposer une alliance économique, une aide financière qu'on va appeler le plan Marshall, du nom d'un général américain qui est à l'origine de cette aide, une aide financière américaine aux pays européens avec un principal objectif, reconstruire ces pays et ne pas faire de la misère un terreau pour le développement du communisme. Donc cette aide financière aide aussi à lutter contre le communisme. On constate également une alliance militaire. Les Américains vont constituer une alliance autour de l'océan Atlantique. On va appeler cette alliance, qui existe toujours d'ailleurs, et qui est créée en 1949, donc un petit peu plus tard, on va appeler ça l'OTAN ou l'OTAN. C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui regroupe en fait un certain nombre de pays, on le verra sur la carte un petit peu plus tard, qui regroupe les pays d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest. Mais cette alliance est bien sûr dirigée, commandée par les États-Unis. Et enfin, dernière case à compléter et que vous deviez en quelque sorte trouver par vous-même à partir de la carte du planisphère, ce sont les principaux alliés. Quels sont les pays que l'on va retrouver dans le camp, dans le bloc de l'Ouest aux côtés des États-Unis? C'est bien évidemment les alliés traditionnels des États-Unis, l'Angleterre, la France.
On retrouvera également l'Allemagne de l'Ouest, qui s'appellera, on en reparlera, qui s'appellera la RFA, la République fédérale d'Allemagne. Et puis, de manière plus surprenante, on retrouve aussi des pays arabes, comme l'Arabie saoudite. Et bien sûr l'Australie, qui a toujours été un allié traditionnel des États-Unis. Maintenant, évoquons le bloc de l'Est. Le bloc de l'Est qui est bien évidemment dirigé par l'URSS, qui est le grand leader de ce camp de l'Est. Alors, une idéologie politique et économique complètement différente. Évidemment, on a affaire à un bloc composé de pays qui sont souvent des dictatures, voire des régimes totalitaires, avec un seul parti au pouvoir, avec des opposants qui sont arrêtés, torturés, envoyés dans des camps. Vous connaissez évidemment ça par cœur. Et puis une idéologie économique fondée sur le communisme, où là, on a au contraire du capitalisme une égalité sociale garantie, mais où toutes les entreprises appartiennent à l'État. On a une nationalisation, une collectivisation des terres et des entreprises, donc on n'a pas de liberté d'entreprise, on n'a pas de propriété privée. L'URSS va évidemment copier les États-Unis sur le plan des aides économiques, puisqu'elle va proposer notamment aux pays d'Europe de l'Est une aide financière qu'on va appeler la CAEM, le Conseil d'assistance économique mutuelle, où on mettra à disposition que ce soit des ressources ou de l'argent qu'on prêtera à ces pays d'Europe de l'Est. Une alliance militaire également se met en place, un peu plus tardivement celle-ci en 1955 avec la création du pacte de Varsovie autour de tous les pays d'Europe de l'Est à nouveau, commandés bien évidemment par l'URSS. Alors quels sont les alliés de l'URSS? Alors vous l'avez compris, on a tous ces pays d'Europe de l'Est, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, mais on a aussi dans le monde d'autres grands pays importants, comme la Chine, comme Cuba, et un peu plus à l'ouest, nous avons l'Allemagne, mais pas n'importe quelle Allemagne, l'Allemagne de l'Est. Là, vous comprenez bien déjà, ce dont on abordera un peu plus tard, le découpage de l'Allemagne en deux, avec une Allemagne qui s'appelle à cette époque la RDA, République démocratique allemande. Et on termine ce cours par la carte. Donc cette carte, vous la trouvez en pièce jointe également, donc il faudrait l'imprimer, la coller dans votre cahier et nous allons la colorier et la compléter puisque vous voyez qu'il y a une frise également, donc la frise on va la compléter au fur et à mesure de ce cours et de ces différentes séances vidéo. Alors voilà la légende, on retrouve notre découpage en deux blocs. On va commencer par le bloc de l'Ouest avec comme pays leader les États-Unis, donc vous colorierez en bleu si possible les États-Unis, on n'oublie pas l'Alaska. Aux côtés des États-Unis, les pays qui sont membres, et d'ailleurs il y a deux fois le mot membre, vous corrigerez par vous-même, vous rayerez l'un des deux mots. Les membres de l'OTAN, qu'on va représenter en bleu un peu plus clair. Alors, si vous n'avez qu'un seul bleu, vous changerez de couleur. Donc on retrouve le Canada bien évidemment, et je vous le disais, tout un tas de pays d'Europe de l'Ouest, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, etc. Et enfin, d'autres alliés. Alors n'oubliez pas aussi je l'ai mis en zoom ici, la carte de l'Europe, ça vous permettra de mieux visualiser les pays européens qui sont quand même beaucoup plus petits que d'autres pays du monde. Et puis, les autres alliés des États-Unis dans le monde, vous avez toute l'Amérique du Sud, vous en avez également en Asie, de manière surprenante également on a le Japon, ancien ennemi des États-Unis, et on a tous les pays du Moyen-Orient qui, au début de la guerre froide en tout cas, sont des alliés indéfectibles des Américains. En Europe, vous avez aussi l'Espagne qui ne fait pas partie de l'OTAN, mais qui reste un allié des États-Unis. Et on termine donc par le bloc de l'Est, avec ici comme pays leader, bien évidemment l'URSS, plus grand pays du monde, vous le voyez, cette masse rouge qui va du Pacifique jusqu'à l'Europe. Les pays membres du pacte de Varsovie, c'est cette alliance militaire, l'équivalent de l'OTAN pour le bloc de l'Est. Donc je le mets dans un rose un peu plus clair, un rouge un peu plus clair. Donc ce sont tous les pays que vous voyez ici. Donc on a, alors on le verra mieux sur la carte de l'Europe, ici à droite, l'Albanie, la Bulgarie, la Roumanie,
la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne et enfin l'Allemagne de l'Est. Et on termine par les autres alliés qu'on retrouve sur d'autres continents. On en a un certain nombre en Afrique. On a bien évidemment le grand pays asiatique qu'est la Chine. Et on a une île dont on reparlera également en Amérique, c'est Cuba. Voilà, on en a terminé pour cette leçon d'aujourd'hui, ce cours d'aujourd'hui. On poursuivra vendredi où on s'intéressera à certaines crises que vont connaître ces deux blocs, notamment à travers les oppositions qu'on retrouvera en Allemagne et notamment à Berlin, à Cuba ou encore en Corée. Bonne journée à tous, bon courage évidemment à vous pour les autres cours et à vendredi.